Bonjour, c'est Annie Kachamura Zawadi ici. Je viens pour partager ma méditation du 30 juin 2019. Parce que ça s'est passé dans la méditation et de toutes les façons, on médite chaque 30 juin 2019. Alors, moi personnellement, je médite chaque 30 juin parce que, de 1, c'est le jour de l'indépendance du Congo, et de 2, c'est par rapport à mon histoire personnelle parce que mon père est un des pères de l'indépendance, M. Anissé Kachamura Tchambu. Voilà. Donc je voulais parler, chaque fois que je pense au 30 juin, ça me ramène toujours à la façon dont on parle et la façon que l'on traite le père de l'indépendance. Parce que chaque fois, on est en train de dire le père de l'indépendance, on rend hommage au père des indépendances, on fait ceci, le père de l'indépendance. Mais est-ce que c'est une réalité ou c'est une fiction? D'abord, pour moi, je voudrais vraiment qu'on réfléchisse sur la façon dont on parle du père de l'indépendance. Parce que de un, moi je pense qu'on ne parle pas du père de l'indépendance dans l'entièreté. Ensuite, on en parle souvent, deux fois, d'une façon, on en parle d'une façon qui frôle le ridicule. Et aussi, on a tendance à en parler d'une façon assez négative. Quand je dis qu'on en parle d'une façon qui... on n'en parle pas d'une façon complète, ça veut dire que chaque fois qu'on parle des pères de l'indépendance, on en parle 2 ou 3, maximum 4. Et donc, on ne connaît pas tous ces pères de l'indépendance. Mais il n'y a aucune grande action qui s'est faite avec 1 ou 2 personnes seulement. Donc c'était tout un groupe de personnes. Mais si aujourd'hui on prend les micro-baladeurs, on va dans une ville ou un village du Congo, personne ne va citer tous les pères de l'indépendance. On va citer seulement les 3 ou 4 dont on parle chaque jour. Et donc là, ça crée une certaine politique d'exclusion qui exclut les autres. Pourtant, c'est tout un groupe de pères de l'indépendance. Et donc moi, je voudrais qu'on corrige ça. La deuxième chose, c'est que deux fois, on parle de pères de l'indépendance en essayant de les ridiculiser, que voilà, ils étaient peu instruits, qu'ils étaient, ils étaient très limités. Mais moi, je ne crois pas. Encore ce 30 juin, ma grande sœur m'a envoyé l'intégralité du discours de notre premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba. Mais c'est un des discours les plus élaborés que j'ai jamais lu, qui a vraiment la suite dans les idées, qui est très clair dans la façon de l'énoncer même du discours, du début à la fin. Vous voyez ce que la personne veut communiquer. C'était vraiment un discours qui est relevant, surtout qui a de la relevance jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne chose, mais c'est en même temps aussi problématique parce que les mêmes inquiétudes qu'il avait dans les années 60 et avant les années 60, ce sont les mêmes inquiétudes que le peuple congolais nous avons toujours aujourd'hui. Les mêmes espoirs qu'il avait, c'est les mêmes espoirs que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? En fait, il avait les mêmes inquiétudes qu'il avait dans les années 50, 60 à l'indépendance. Ce sont les mêmes inquiétudes que le peuple congolais a aujourd'hui. Les mêmes espoirs qu'il avait dans ces années-là, ce sont les mêmes espoirs que le peuple congolais a aujourd'hui. C'est bon et ce n'est pas bon. C'est bon parce qu'ils avaient ça et ils nous ont légué cette feuille de route. Mais si nous en sommes toujours là, ça veut dire que nous n'avons rien accompli. En fait, ce qui est vrai, c'est que tous les gouvernements successifs du Congo
à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, après les pertes des indépendances, ils n'ont rien accompli. Ils n'ont rien accompli. C'est pour ça que moi, je suis contre. Quand on parle d'une façon d'essayer de ridiculiser les pertes de l'indépendance, j'ai dit, mais non. Eux, ils ont promis de nous donner l'indépendance. Et ils nous ont livré cette indépendance au sacrifice de leur vie. Ils nous ont livré une feuille de route. Mais nous, par après, qu'est-ce que nous en avons fait? Rien. On n'a rien fait. Nous avons failli. Les gouvernements successifs du Congo, et nous, les peuples y compris, avons failli. Ils ont failli à donner le bien-être au peuple congolais, à donner ne fût-ce que l'éducation universelle au peuple congolais, à donner la santé, le système de santé universel au peuple congolais, à donner un logis décent au peuple congolais. Manger ne fût-ce que 3 fois par jour, le peuple congolais ne peut pas manger. Le développement national du pays, nous sommes à 0 aujourd'hui. Et quand on demande aux gens, moi je discute souvent avec des gens, des jeunes, et même d'autres personnes, voilà, moi je demande, mais pourquoi pensez-vous que nous sommes aujourd'hui à ce niveau de développement qui est presque nul par rapport au temps qui s'est passé depuis 1960 et aujourd'hui? Alors la réponse est que voilà, mais c'est la faute des pères des indépendances. Les pères des indépendances, ils ont voulu l'indépendance très tôt. Ils ont voulu faire ça tout vite, ils n'ont pas réfléchi, ils étaient incapables de prévoir. Moi je dis, mais voyons. Ils ont fait ça en 1960. Nous sommes en 2019. Donc pendant 59 ans, on continue à remettre nos échecs sur les épaules des pères des indépendances. C'est vraiment, c'est de la malhonnêteté intellectuelle en fait. Notre incapacité ne peut pas être expliquée par les faits qui se sont passés en 1960. On nous a remis la feuille de route, nous avons été incapables de l'implémenter. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, un gouvernement serait, comment on dit, interpellé par l'image qu'on est en train de projeter sur les pères des indépendances. Mais non, ils ne vont pas le faire parce qu'en fait, ça les couvre. Ça couvre leur défaillance totale. Ils préfèrent que le peuple en parle dans ces narratifs négatifs. Comme ça, eux, ils sont clean. Comme si, en fait, le temps s'était arrêté. Il y a eu 1960. Et puis, on était non existants. Et nous sommes en 2019. Ce n'est pas vrai. Nous avons existé. Tous les membres du gouvernement, presque tous, sont devenus des multimilliardaires. Mais ils n'ont pas pensé au peuple congolais. Ils n'ont pas honoré la promesse des pères des indépendances. Ce n'est pas le contraire. Il ne faut pas distordre la vérité de cette façon-là. Et donc, c'est pour ça que moi, je voudrais qu'on pense à une autre façon de parler des pères des indépendances d'une façon un peu plus valorisante plutôt que de la façon dont on en parle aujourd'hui. Et ce n'est pas, comme je viens de le dire, ce n'est pas la faute de la population, ce n'est pas la faute des masses. C'est la faute des gouvernements qui couvrent leurs défaillances en laissant propager ce genre de discours. Donc voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'est que on parle toujours d'honorer, rendre hommage aux pères des indépendances. Mais les pères des indépendances, si on regarde vraiment, quand on dit qu'ils sont limités, ils étaient limités, ils n'étaient pas instruits, mais c'était des gens courageux, des gens intègres, des gens qui ont travaillé toute leur vie. C'est à qui on n'a pas arraché la vie, ils ont travaillé toute leur vie. Mais comment est-ce que la République les a rémunérés? La République les a carrément abandonnés. Sauf ceux qui étaient toujours très proches du pouvoir, ils ont vécu dans l'abondance. Mais les autres, ils ont vécu dans la pauvreté.
Ils ont vécu dans la pauvreté jusqu'à leur mort. Je parlerai peut-être de mon père. Mon père a travaillé toute sa vie. D'abord, si je reviens à ceux qui essayent de dire que c'était des gens qui étaient très limités, mon père a commencé la politique, il avait peut-être 16 ans, 15 ans à l'école secondaire. Il a dû quitter l'école secondaire parce que son père est mort, il fallait qu'il le remplace. Et donc il n'a pas terminé son école secondaire. Il a continué en politique. En 1960, quand il a dû être exilé après l'indépendance, quand on recherchait tout ce qui était lié au Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba, mon père est parti, il était en début de sa trentaine. Mais avec le niveau intellectuel qu'il avait, il a circulé autour de la terre à la recherche d'un endroit pour être accepté comme un exilé politique, sans soutien de qui que ce soit. Mais 10 ans après, il a eu son doctorat. Il a eu son doctorat, mais ça, le peuple congolais, qui le sait. Mon père a écrit beaucoup de livres et moi, je suis très fière parce que chaque fois jusqu'à aujourd'hui, dans les grands travaux scientifiques sur le virus Ebola, sur les sida, on fait des citations par rapport aux écrits de mon père et j'en suis très fière. Mais est-ce que le peuple congolais, qui le sait? Pas beaucoup de gens le savent. Et comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Souvent, moi je voyage beaucoup, souvent quand je suis dans un aéroport, surtout en Afrique de l'Est, comme il était panafricaniste et qu'il a aussi contribué à tous ces mouvements panafricanistes avec des rencontres à Accra et tout. Les gens regardent mon passeport et disent « Oh, mais vous êtes apparenté à M. Kachamou ?» Moi je dis « C'est mon père. » Alors ils commencent à en parler. En Afrique de l'Est, c'est pareil. Mais au Congo, ce n'est pas le même hommage qu'on rend au père de l'indépendance. Et donc, ce narratif-là, il est faux et il faut qu'on l'arrête. Donc, je retourne à ce que le gouvernement devait prendre soin, bien soin des pères de l'indépendance, les honorer de leur vivant et ne pas attendre qu'ils meurent. Parce que ce qui se passe, c'est que le gouvernement, en fait, à part ceux qui sont vraiment très proches du pouvoir, le gouvernement utilise ces pères de l'indépendance comme un outil médiatique. Il les laisse là, dans la pauvreté, mais quand ils meurent, voilà, le gouvernement réapparaît. On va prendre en charge, on va honorer les pères de l'indépendance. Voilà, on lui donne la plus grande médaille d'honneur de la République. Et voilà, on sort l'argent pour l'enterrement. Et puis voilà. On prend des images, on prend une vidéo, c'est sur les nouvelles à 20 h et le lendemain. Et puis voilà, on rentre dans l'oubli total. On a fait ce qu'on devait faire. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Pour mon père, par exemple, il a travaillé toute sa vie. Même en travaillant pour la République, pendant de son vivant, on n'a pas pu l'honorer. Je vais vous montrer ces documents. Le document ici, que j'ai ici devant moi, ça contient les dettes de la République envers mon père. Pas parce que la République voulait lui donner de l'argent. Non, parce qu'il a travaillé pour ça. Et tout travail mérite salaire. 72 mois d'impayé. Je vais le dire en belge. 72 mois d'impayé. Faire travailler un père de la Révolution pendant des années. Et là, ce sont des dettes qui datent même des années 81, 82, jusqu'à la fin de sa vie. Et le jour qu'il est mort, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement réapparaît. Voilà, on va rendre hommage au père de l'indépendance. On va l'enterrer et on vous remercie pour l'espace à la cimetière de la Gombe. On donne bon 10 000 $ pour l'enterrement. Et puis voilà, on récupère le père de l'indépendance, on récupère toute la situation, on redevient maître de la situation. Et nous,
Comment on vit ça? Moi, j'ai une histoire assez triste, si pas révoltante avec tout ça, parce que quand mon père est... J'ai une histoire triste, si pas révoltante par rapport à tout ça, parce que quand mon père est parti en 1960, ou 1961, je sais pas, j'avais seulement 1 an. On m'a arraché mon père. J'ai vécu sans mon père. Et quand il est revenu, et puis il a commencé à travailler, il a contribué à tous les gouvernements, d'une façon ou d'une autre. Mais comment se fait-il qu'il soit impayé jusqu'à aujourd'hui? Et maintenant, il meurt. La famille à Kinshasa dit, voilà, il y a d'autres enfants qui ne sont pas encore là. Et je remercie notre ambassade à Ottawa qui m'a donné les visas le même jour. Mon père est mort le mercredi, le jeudi, l'ambassade m'a donné les visas. Le vendredi, il n'y avait pas de la place. Donc, j'ai dû prendre l'avion. Mais l'avion d'ici au Canada jusqu'au pays, ce n'est pas moins de 24 heures. Et donc, la famille là-bas explique qu'il y a des enfants qui arrivent. Le gouvernement dit non. Ça, ce n'est pas un homme familial. Ce n'est pas un homme privé. C'est un homme public. Et donc, le gouvernement doit s'en charger. Le gouvernement va déterminer où et quand cet homme va être enterré. Et donc, moi, dans mon avion, j'arrive les dimanches et je trouve mon père a été enterré le samedi. Vraiment, ne pouvait-il pas attendre un jour? Est-ce que vous, membres du gouvernement, quand vous allez mourir, est-ce que vous allez vraiment souhaiter à ce que vos enfants ne puissent pas vous voir? Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Ce n'est pas comme ça. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir, parce que vous voulez une photo, parce que vous n'êtes pas disponible le dimanche ou le lundi. 3 jours, c'était pas trop? Vous vouliez votre photo, vous vouliez votre vidéo et la décoration posthume et puis voilà, vous disparaissez encore. Ça ne devait pas être comme ça. Rendre hommage, ça veut dire respecter. Donc, le gouvernement doit respecter ces pères de l'indépendance, leur volonté et la volonté de leur famille. Parce que, en fait, mon père, il a toujours dit, mon père a un chez lui. Tout un village. Mon père est un fils de notable. Il est né à Idjouy. Il voulait être enterré à Idjouy. Il l'a dit, il a écrit, il voulait être enterré à Idjouy, pas à Gombe. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est toujours à Gombe. Parce que voilà, c'est comme ça que le gouvernement a décidé de l'honorer contre sa volonté. Donc voilà. J'espère vraiment que s'il y a encore d'autres pères de l'indépendance qui sont vivants, le gouvernement va les prendre mieux en charge et puis il va respecter leur volonté. Mais pour changer tout ça, moi, je voudrais demander quelque chose. Ou je voudrais exiger quelque chose. J'exige vraiment du gouvernement qu'il y ait un musée pour l'histoire du Congo. Et là-dedans, dans l'histoire du Congo, il y a l'histoire de l'indépendance et donc des pères de l'indépendance. Parce que l'histoire, c'est très important. C'est tout ce que nous avons. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, il ne sait pas là où il va. Et donc, je veux qu'on fasse ces musées où il y aura, on va commencer par tous les royaumes du Congo. On va passer par notre cher Léopold II. On va passer par la colonisation. Et puis, on va arriver à l'indépendance avec les pères de l'indépendance. Leurs photos, leurs biographies, leurs œuvres dans ces musées-là. Pour que nous, la population, nous ayons accès à ça. Tous les professeurs et les instituteurs d'histoire amènent leurs élèves, leurs étudiants pour apprendre, mettre un visage sur les noms
des pères de l'indépendance. Et aussi pour que les étrangers viennent voir, tout comme vous, chaque fois que vous allez dans d'autres pays, vous allez visiter les musées, les histoires des autres pays, mais jamais le vôtre. Et donc, moi j'ai dit, il y a des gens maintenant qui se posent la question, mais ces musées sera où? À Kinshasa? Moi j'ai dit non, ça sera partout au Congo. Le Congo est assez riche pour mettre ces musées dans chaque région, dans chaque province, si pas dans chaque ville au Congo, avec toutes les richesses. Écoutez, si le Congo peut produire autant de multimilliardaires, construire ces musées dans chaque ville ne lui coûtera pas grand-chose. Après tout, l'histoire n'a pas de prix. L'histoire n'a pas de prix. Et s'il y a vraiment des gens qui pensent que voilà, j'ai fait cette demande parce que mon père fait partie des pères de l'indépendance, pas du tout. Parce que l'histoire n'est pas statique. J'ai bien dit qu'on va commencer par les royaumes, on va aller jusqu'au père des indépendances. Mais après les pères des indépendances, il y a d'autres personnes. L'histoire est un continuum. Et sur ce continuum, après l'indépendance, il y a eu d'autres personnes. Chaque fois que la République a été en danger, chaque fois que les libertés ont été en danger, il y a un groupe de femmes et d'hommes qui se sont mis debout pour faire la révolution, pour demander, pour préserver l'indépendance. Après l'indépendance, ça s'est passé en 1965. Il y a d'autres figures qui ont émané. Il y a eu des opposants qui voulaient vraiment que la République soit préservée. Après 1965, il y a eu 1977. Encore un groupe de personnes se sont mises debout pour préserver les libertés de la République, pour préserver notre pays. Après cela, dans les années 2000, quand la Constitution même était en danger, quand les libertés étaient en danger, quand on ne pouvait plus respirer, quand le peuple s'est senti en otage, des gens se sont mis debout, des mouvements citoyens se sont créés, des gens jeunes et vieux et adultes, des enfants ont perdu leur vie. Tout cela fait partie de l'histoire et tout cela aura leur place dans les musées dont je parle. L'histoire, ça s'écrit, ça se construit, ça se maintient. Et c'est notre devoir à nous de maintenir notre histoire, de l'écrire. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Donc voilà, c'était ça, la méditation que j'ai eue le 30 juin 2019 et que je tiens à partager avec vous, dans l'espoir qu'il y aura des réactions, dans l'espoir qu'il y aura d'autres personnes aussi qui vont amener leurs réflexions, partager leurs réflexions, et surtout dans l'espoir que le gouvernement actuel, voilà, je vous remercie. Abonnez-vous parce que j'ai une autre vidéo qui vient. Parce que le Congo, c'est ma passion. Après les droits des femmes. Voilà, merci.